Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de rentrée. Dans cette édition, nous allons vous proposer les meilleurs reportages de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier d'entre eux, regardez. Un premier coup de pelle et peu à peu, la maison est démolie sous les yeux des habitants du quartier. Je pense que c'est un peu excessif. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Mais bon, c'est toujours désolant de voir ça, quoi. Pour la maire de la commune, cette décision était difficile à prendre, mais nécessaire. Un drôle de sentiment, un sentiment un peu d'impuissance aussi. C'est une résidence secondaire qu'ils avaient. C'est une acquisition en fait pour préparer leur retraite. Pour madame, c'était un crève-cœur, ça je sais. Et d'ailleurs, ils ne sont pas présents aujourd'hui, ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas. Cela fait maintenant plusieurs années que la dune qui protège le quartier de Lehan ne cesse de reculer. Alors la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud a pris une décision. Racheter au prix du marché cette maison concernée par un risque de submersion marine. Le coût de l'opération est estimé à 2 830 000 €, en partie financé par l'État. Pour les élus, il est important d'anticiper les risques. Mois après mois, semaine après semaine, les phénomènes tempétueux sont plus marqués, que la hausse du niveau de la mer est vraiment là. Enfin, voilà, aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut mettre son mouchoir sur le sujet. On a écouté les gens, on a passé du temps avec eux. On a essayé de faire du cas par cas, ce qui fait qu'il y en a 4 qui, d'ici à mi-octobre, auront disparu, 3 qui vont rester mais qui vont partir dans les 2 ans qui viennent. C'est bien parce qu'on a fait du sur-mesure. La déconstruction des maisons est la première étape du plan de prévention des inondations à Tréfiagat. À terme, 2 digues seront construites pour protéger les autres habitations du quartier. Les travaux devraient démarrer à la fin de l'année 2027. Chaque année, les Antilles sont secouées par des séismes, des phénomènes naturels sans grandes conséquences dans la majorité des cas. Mais doit-on se méfier quand même des séismes en Martinique? C'est la question que s'est posée via ATV sur place. Regardez. On voit que tous les séismes ils vont dessiner le plongement de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. Et donc c'est au frottement entre les plaques qu'ont lieu les ruptures les plus importantes. Un tremblement de terre de magnitude 4,5, rien d'alarmant. Et pourtant, certains commencent à s'inquiéter. L'Observatoire volcanologique de Saint-Pierre tient, lui, à rassurer. Alors, il n'y a rien d'anormal dans les magnitudes des séismes qu'on a enregistrés depuis le début de l'année. Ce ne sont pas les mêmes. En fait, ils ont eu lieu à différents endroits de la plaque, donc en Martinique, ou au large, ou en profondeur. Et en fait, ils sont liés au phénomène de subduction, c'est-à-dire le plongement des plaques nord- et sud-américaines sous la plaque Caraïbe. Il était à plus de 100 km sous nos pieds. Les données historiques nous ont montré qu'on avait pu enregistrer dans le passé au large de la Martinique des séismes qui ont atteint des magnitudes de 7 à 8 et donc qui pourraient faire des dégâts conséquents sur l'île. Face à la possibilité d'un phénomène conséquent sur notre île, des exercices de gestion de crise sismique existent déjà. Se préparer, c'est tout d'abord s'informer, c'est-à-dire essayer d'obtenir l'information. Alors il y a plein d'organismes qui forment au risque naturel majeur, mais sur le site de la préfecture, sur Internet, on a plein d'informations disponibles. Il ne faut pas s'inquiéter, ce sont des phénomènes parfaitement naturels. Deuxièmement, je dirais qu'il faut considérer ces alertes justement comme des moments, comme des petites piqûres de rappel qui permettent justement de se préparer. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est la préparation. Malgré tout, un séisme ne prévient pas et les spécialistes travaillent de plus en plus pour déterminer le moment où la Terre va trembler. Ces professionnels tiennent également à rappeler que ces phénomènes n'ont absolument rien à voir avec l'activité de la montagne Pelée. Et puis dans cette émission, avec la rédaction du Grand JT des Territoires, nous avons sélectionné ce reportage qui pourrait vraiment vous intéresser. Regardez-le. Attention, tu as ton bras gauche qui est à proximité d'un élément irradiant. Essaye de reculer ou de prendre une autre position de travail. Le métier de scaphandrier est par définition particulièrement dangereux. Il est d'ailleurs considéré avec celui d'astronaute comme le plus risqué au monde. Mais quand on l'associe au milieu nucléaire, les risques prennent une autre dimension. Le scaphandrier, quand il commence à plonger avec nous, il va devoir apprendre à gérer tout ce qui est contamination. Faut s'imaginer que c'est un peu comme un champ stérile quand on rentre dans une salle d'opération, c'est-à-dire qu'il y a des surfaces qui sont considérées propres, il y a des surfaces qui sont considérées contaminées. La pression, c'est de faire attention de ne pas s'approcher d'éléments irradiants. Donc là, on a des capteurs exprès et le chef d'opération hyperbar qui est en surface nous dit approche-toi, ne te rapproche pas. Après, c'est l'expérience. Si pour le moment, il n'y a pas de solution miracle, l'homme est toujours indispensable pour effectuer certains travaux en milieu radioactif subaquatique. Les avancées technologiques permettent de plus en plus de réduire l'exposition d'humains.
notamment grâce à l'utilisation de machines contrôlées à distance par l'intelligence artificielle. Alors l'IA aujourd'hui c'est un outil complémentaire à la mise en œuvre des opérations de maintenance chez nous, en particulier concernant le soudage. C'est une assistance qu'on met en place dans les matériels qui permet d'améliorer la qualité en temps réel des opérations de soudage par le biais de la prise en main de certaines fonctions de pilotage et d'une manière réactive supérieure à ce que peut avoir une personne lors de l'opération de soudage. Ici, les machines qu'on utilise, c'est plutôt pour travailler sur des tuyauteries qui sont proches de la partie primaire des réacteurs nucléaires. Et donc, on a choisi d'utiliser ce matériel de soudage pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, on a un niveau d'exposition du personnel aux radiations qui est très significativement inférieur que si on avait choisi de le faire en soudage manuel. Et la deuxième raison, c'est que le taux de conformité qu'on a, de régularité et de répétabilité de soudure bonne du premier coup est plus élevé quand on utilise ce type de matériel-là. Un taux de succès et une capacité de travail sur site optimisée. L'emploi de l'IA en milieu nucléaire semble donc être le compromis idéal pour opérer sur site contaminé et devrait donc continuer à se développer dans les prochaines années. Ces dernières années, à cause du changement climatique, le nombre de catastrophes naturelles a augmenté en France. Les inondations, par exemple, et des crues soudaines de grande ampleur ont fait leur apparition. Alors, pour savoir comment réagir correctement, les pompiers vosgiens s'entraînent dans un plateau technique unique en France que Vosges Télévisions a pu filmer. Regardez. Alors là, il faut qu'ils soient précis sur les trajectoires. C'est essentiel qu'il y ait une bonne communication pour qu'ils puissent s'arrêter au bon moment et éviter les obstacles. Et le bassin d'eau vive Naturo d'Épinal n'en manque pas d'obstacles. Là où s'entraînaient une douzaine de sapeurs-pompiers vosgiens dans le cadre d'une formation Code 2, comprenez conduite d'engins hors chemin. Ces engins sont faits pour, à la base, les feux de forêt, on va dire, mais avec le risque d'inondation qui est de plus en plus prenant, on a développé ces utilisations de véhicules qui aujourd'hui sont incontournables dans le cadre des inondations. Et donc, là, ce plateau sert à former nos conducteurs. Des conducteurs qui, durant cet exercice précis, sont guidés par des sauveteurs aquatiques, comme s'il s'agissait de conditions réelles. La difficulté, c'est surtout de voir les risques pour pas qu'un camion se retrouve dans une mauvaise posture. Tout ce qui est inondation, les eaux sont quand même très chargées, remplies de bouts de bois, de cailloux. Et du coup, nous, on essaye d'être un peu les yeux au plus proche pour les conducteurs. Là où généralement des spécialistes de canoë-kayak s'y retrouvent, tant pour des entraînements qu'en compétitions nationales et internationales, mais aussi le tout public pour des activités de loisirs, ces manœuvres peuvent certes sembler insolites, mais ce bassin d'eau vive a été à l'origine spécifiquement pensé pour cela. À Huxenier, on devait construire un plateau technique risque inondation. L'alignement des planètes a fait qu'au même moment, la CAE voulait créer un stade d'eau vive. En France, les pompiers s'entraînent aussi sur des stades d'eau vive, mais qui ont été aménagés après construction. Les sapeurs-pompiers vosgiens s'entraînent 5 à 6 fois par mois sur cette structure nautique unique en France de 200 mètres de long pour 10 de large. Mais il n'y a pas que, ce sont cette fois des Ardennais qui, comme l'an dernier, ont investi le site pour d'autres exercices. Alors là, on est à 8 mètres cubes secondes. On voit bien toutes les techniques mises en place par les sauveteurs pour pouvoir récupérer des victimes ou accéder à des victimes sur des situations particulières, genre maison, véhicule. Avec les crues soudaines et torrentielles qui se multiplient, ces formations sont plus que jamais utiles. Elles sont encadrées par le SDIS des Vosges et ils viennent de toute la France mais aussi de pays limitrophes, Belgique, Luxembourg, Suisse. L'Allemagne semble également très intéressée. Partons en Moselle maintenant pour découvrir le nouveau compagnon des 130 vaches laitières d'un éleveur. Un robot racleur, un outil qui nettoie les allées de l'étable et permet un gain de temps considérable tout en améliorant les conditions de travail et le bien-être des vaches. Présentation avec Moselle TV. Cette vache n'est pas vraiment perturbée par son nouveau compagnon.
Discret, méthodique et surtout infatigable, ce robot racleur sillonne les allées de l'étable pour les nettoyer. Avant d'avoir le robot, on effectuait 2 raclages bi-quotidiens, le matin et le soir. Ça nous obligeait à déplacer les vaches d'un couloir à l'autre. C'était assez contraignant pour nous. Et puis c'était toujours du stress pour les animaux. Le robot nous permet maintenant de nous affranchir complètement du raclage. C'est lui qui gère de manière autonome cette tâche-là. Du côté des 130 vaches laitières de l'exploitation, plus aucune surprise. Le robot fait désormais partie du troupeau. Il y a eu une petite période d'adaptation d'une bonne semaine où les vaches étaient vraiment craintives au moment du passage du robot parce qu'il émet un petit son, un petit bip. Mais cette période a vraiment été très très courte, une semaine, et elles se sont vite habituées. Aujourd'hui, elles font même plus attention au robot, elles passent par-dessus. Programmé pour racler les allées toutes les 3 heures, le robot dépose ensuite tout dans la fumière pour être ensuite réutilisé comme engrais. Ce robot racleur, comme il passe plusieurs fois, les vaches sont beaucoup plus propres, on les pattes plus propres, les trayons plus propres, donc forcément le lait sera également plus propre. 41 000 € ont été investis pour l'achat de ce nouvel équipement. L'agriculteur a bénéficié d'une aide de la région ainsi que du district urbain de Folquemont. Bientôt, c'est un robot pour la traite des vaches qui fera son entrée dans l'exploitation. Des technologies de pointe qui modernisent de plus en plus l'agriculture. Le saviez-vous, même vos animaux de compagnie peuvent donner leur sang. Cela existe pour les chiens et les chats. Comme pour les humains, plusieurs conditions sont obligatoires. Regardez ces explications avec ce vétérinaire au micro de notre partenaire, La Dépêche du Midi. Le prélèvement lui-même, il va durer 10 minutes à peu près. En tout, c'est 1 heure, 1h30, 2 heures. Le temps qu'on fasse l'examen clinique, les examens complémentaires, la tranquillisation, qui récupère la tranquillisation. Chien ou chat, on va avoir d'abord l'âge, entre 1 et 8 ans. On ne veut pas d'animaux trop jeunes, et pas non plus d'animaux trop âgés. Après, alors il y a une question de poids. Chez le chat, ça va être plus de 4 kg. Et chez le chien, plus de 20 kg. Et puis ensuite, être en bonne santé, pas avoir de soucis autres. Et puis maintenant, laissez-moi vous présenter la boutique des artisans. Cet établissement met en valeur des artisans de nos territoires, ceux qui travaillent d'arrache-pied mais qui manquent de visibilité. Une bonne idée, le principe est simple, une 60aine de métiers se partagent un local dans une galerie marchande, mutualisant ainsi le loyer et s'assurant eux-mêmes de la vente à tour de rôle. Présentation avec Canal 32 dans une nouvelle boutique ouverte à la Chapelle Saint-Luc dans l'Aube. Mathilde, artisane installée à Revigny, un village au bois de 700 habitants, n'a pas hésité à postuler pour intégrer la boutique des artisans. Forte d'une première expérience réussie dans un concept similaire à Reims, elle a saisi l'opportunité de distribuer ses créations localement. En termes de chiffre d'affaires, sans mes points de vente, non. Il est clair que ça n'irait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Pour moi, c'était important de trouver un autre mode de distribution plus pérenne. L'artisan Nicolas Denouette a lancé ce concept fin 2023. Regrouper producteurs et artisans locaux dans un espace commun au sein d'une galerie marchande, le réseau devrait s'étendre à 27 boutiques d'ici la fin de l'année. J'ai eu cette idée en lisant le journal et en voyant qu'il y avait quelques magasins dans le prêt-à-porter qui malheureusement étaient en train de fermer, plusieurs chaînes. J'ai eu cette idée d'aller voir un centre commercial en disant mais vous avez rien sous le coude, est-ce que vous ne loueriez pas quelque chose pour un tarif, je dirais raisonnable. Je suis un peu un autodidacte, j'ai un CAP de boucher charcutier, donc très loin de me retrouver à gérer finalement maintenant une chaîne de boutiques. Ma plus belle récompense, c'est le sourire et le bonheur des artisans. C'est arrivé même au moment de Noël d'avoir des messages où je ne cache pas que j'ai eu les larmes aux yeux. Ici, les 3/4 des artisans présents sont locaux. Les autres, comme Sandrine, sont déjà intégrés au réseau. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, elle expose dans sa 3e boutique où elle installe ses créations et celles de ses collègues. Ici, le flux de clients potentiels est estimé à 2,5 millions par an. Je vendais essentiellement sur des marchés. Du coup, j'avais beaucoup moins de revenus que ce que je peux tirer actuellement en étant en boutique. Moi, via ma société, je loue la cellule au centre commercial. Tout ça donne une somme globale que je redivise entre les artisans et producteurs locaux. Ça donne des loyers entre 50 et 80 € par mois, ce qui reste très très raisonnable. Pour sa gestion, ce réseau a déjà permis la création de 7 emplois. Une commission est prélevée sur chaque vente pour couvrir les frais de fonctionnement. Selon son fondateur, le nombre d'artisans participants devrait passer de 950 à près de 1600 d'ici la fin de l'année. À la galerie de l'Escapade, 54 des 62 emplacements ont trouvé preneur. Il reste donc encore des places disponibles pour les artisans au bois.
C'est une trouvaille tout à fait inattendue qu'a fait un promeneur de Saint-Malo. Au milieu de son chemin se trouvait la plaque d'identité d'un soldat allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Une trouvaille précieuse qui révèle des informations sur son identité, mais pas que. Écoutons Éric Peil, responsable du mémorial 3945 de Saint-Malo, au micro de TVR à Rennes. Beaucoup de monde qui passe par là, et je pense beaucoup de monde qui l'a vu sans réaliser réellement ce que c'était en fait. C'est une chance pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un objet nominatif, donc on sait vraiment à qui il a appartenu, mais c'est une chance aussi parce que ça a été trouvé sur la cité d'Alette, et donc ça fait partie intégrante de l'histoire de la cité d'Alette. Et puis on a une troisième chance, c'est que celui qui l'a trouvé, eh bien, il a décidé d'en faire don au mémorial. On sait qu'il a été recruté au départ pour la mer du Nord, avec le petit N qui est devant, qui signifie Nordsee. Il y a son numéro de matricule, et puis l'année de recrutement, il a été recruté en 1940. Le café est l'une des boissons préférées des Français. Près de 80% d'entre nous en consomment quotidiennement. Mais le saviez-vous, cette boisson pourrait permettre de vieillir en bonne santé. Une récente étude menée par des chercheurs américains démontre les vertus de ce breuvage. Via ATV en Martinique a donc voulu en savoir plus. Reportage sur place à Fort-de-France, regardez. La plupart des Martiniquais sont en tête-à-tête avec lui au réveil. Il s'agit bien sûr du café. À l'hôtel Impératrice, il est l'incontournable boisson chaude du matin. La première boisson qui est commandée, ce sont les cafés. Les courts, en particulier, qu'on appelle aussi les expressos. Et dans un deuxième temps, un allongé si la personne préfère quelque chose de plus léger. Et ça n'est pas Laurent qui dira le contraire. Depuis mon enfance, ma grand-mère préparait le café tous les matins et ça reste une habitude. À quelques mètres de là, Antoine et son café court. Le matin pour moi, c'est espresso, éventuellement 2 ou 3. Et si ces petits grains de café avaient des effets positifs sur le vieillissement? C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par des chercheurs rattachés à l'université d'Harvard et de la faculté de médecine de l'université de Toronto. Pour ce torréfacteur, les vertus sont nombreuses. Pour déjà réduire les risques de maladies neurodégénératives comme le Parkinson et aussi l'Alzheimer. Aussi réduire le risque de diabète type 2 et c'est aussi porteur d'antioxydants. Des bienfaits confirmés par cette nutritionniste qui souhaite apporter une recommandation pour profiter des vertus de la caféine. Recommander du coup une consommation modérée de café, environ 3 tasses de café par jour qui correspondraient à 300 mg de caféine. Attention à l'excès de sucre qu'on va mettre dans son café et on évite de le consommer trop tard dans la journée pour limiter les insomnies. Un Français boit en moyenne 3 kilos par an de café, soit environ 500 tasses. Les Finlandais, en tête du classement, eux, en consomment le double. Voilà, sans liaison avec le sujet précédent, avez-vous déjà pensé à manger du foin? Marie-Christine est productrice de foin de Crau dans les Bouches-du-Rhône et elle cultive un foin aux incroyables vertus à la fois pour les animaux mais également des préparations culinaires comestibles pour nous les humains. Avec, vous allez le voir, des saveurs très étonnantes. Reportage de la Provence, Rudy Dahan. Être bête à manger du foin. Voilà une expression qui perd tout son sens une fois passée par le moulin de la Levade, à Salon de Provence. C'est la première coupe de ce foin certifié AOP et traditionnellement réservée aux chevaux de course. Ici, on a décidé d'en faire profiter le plus grand nombre, en commençant par les animaux de compagnie. Le foin de Crau est composé au minimum de 28 espèces végétales différentes. Et les obligatoires sont le dactyle pelotonné, le trèfle violet, le trèfle rampant et le fromental. Voilà le dactyle pelotonné. Il a ça. Nous, c'est une petite exploitation, on a 10 hectares. Mais en le développant, en faisant des petits paquets pour les petits animaux de compagnie, ça nous permet de valoriser davantage le produit. C'est un foin qui a une certaine valeur et donc il est surtout prisé par les chevaux de course parce qu'il est reconnu qu'il améliore leur performance. Les vaches laitières, il va augmenter la production de lait. Pour les brebis, pareil. Ce foin aux 1000 vertus est donc parfait pour les animaux. Du coup, Marie-Christine a décidé d'en faire profiter les êtres humains, parfois de manière plutôt originale. Vous avez donc aussi la gelée et le sirop qui, eux, sont préparés avec une décoction de foin.
La gelée, c'est bon avec tout, du sucré et du salé. Ça va très bien avec les fromages, ça va très bien aussi avec le foie gras. Et le résultat est surprenant, avec un goût faisant penser au miel et à la poire. En tout cas, bien loin de l'idée que l'on peut se faire du goût que peut avoir une simple botte de foin. Partons maintenant à Saint-Dizier en Haute-Marne. Laurent est passionné par la boxe et possède la plus grande collection de France avec près de 4500 objets liés à cette discipline. Une véritable caverne d'Ali Baba construite au fil des années depuis plus de 40 ans. Partons à sa rencontre pour découvrir cette collection unique avec ce reportage de Puissance Télévisions. Gaël Bossu. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba, ou plutôt celle de Laurent. Dans son musée, plus de 4500 pièces en rapport avec la boxe. Le fruit de 40 ans de collection, 40 ans de passion pour le monde pugilistique. Moi, ma femme, quand elle m'a connu au début, elle est un peu jalouse. Elle se disait, mais la boxe, je suis sûr que tu as un choix entre moi et la boxe, tu choisis la boxe. Je n'osais pas lui dire, mais oui, je choisis la boxe. Durant toute sa vie, Laurent a arpenté les rings et les salles du monde entier. Et à chaque combat, il avait sa technique à lui pour se rapprocher des boxeurs. Quand j'arrivais devant un boxeur, je montrais l'album, je lui montrais comme ça. Donc il le prenait, il ouvrait. Et puis il voyait des choses, il dit mais c'est écrit en normographe, en couleur, vous voyez, tout est en couleur, avec des photos. Et je lui ai montré ça, et quand j'ai montré son album, il dit mais il y a même des photos que je n'ai pas. Je lui ai montré une photo, je lui ai dit tu vois par exemple ton short là, je le voudrais bien. Et ben il craque, il me dit oui, je te l'envoie. Et c'est de là que c'est parti, que je me suis dit c'est le déclic. Des tenues dédicacées, des affiches mémorables, des ceintures authentiques et des trophées historiques, mais surtout une infinité de petites pièces rarissimes. Dès qu'un objet touche à la boxe, il a sa place dans les armoires de Laurent. Des boissons, des verres, des assiettes, des bouchons, regardez, des capsules de champagne, regardez, des capsules de champagne. Une passion pugilistique incommensurable transmise par un homme, son grand-père. C'est cette personne que vous voyez là avec moi en photo. Et j'avais 5-6 ans, regardez ma garde. Regardez comment je monte bien les bras. Installer ce musée de 165 mètres carrés ici à Saint-Dizier, ville qui a vu naître d'immenses champions de boxe, une fierté pour ce bragard. C'est pour ça que je veux créer ça ici à Saint-Dizier. C'est parce que les bragards, de toute façon, on a toujours c'est ce que je vous dis, on a toujours une culture de la boxe. On a eu tous ces boxeurs qui ont toujours illuminé Saint-Dizier. Et plusieurs de ces boxeurs que Laurent a adulés se sont déplacés pour l'inauguration du musée. La preuve que Laurent a lui aussi marqué à sa manière le monde de la boxe. Je trouve que c'est magnifique d'avoir rassemblé autant de pièces de collection, parce que c'est quand même des pièces de collection, des ceintures qui ont appartenu à des grands champions, des tenues, notamment la mienne en plus, mes frères. Donc non, c'est énorme. C'est un pur bonheur que mon ami de longue date, Laurent Schinner, ait pu aller jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de son aventure. J'ai envie de lui dire, t'es fou, mais continue, voilà. Laurent ouvrira ce musée aux yeux de tous pour que la passion de la boxe rayonne encore longtemps dans la cité bragarde. C'est une drôle de compétition que je veux vous présenter maintenant. Habituellement, nous regardons des battles de rap. Cette fois-ci, dans la Sarthe, 80 musiciens se sont affrontés dans une battle d'orchestre. Un spectacle en plein air très surprenant. Regardez ce reportage de LNTV Sarthe sur place. Le duel est lancé. Pas du percut, que des percus. Les rounds s'enchaînent au nom des morceaux joués. Le fait de faire une battle, souvent c'est des battles de rap, et là on fait des battles de classique, c'est génial. Deux orchestres sartois s'affrontent pour la deuxième fois en public. Dans le coin rouge, Stratophonique de Parigny-l'Évêque, vainqueur du premier combat. Dans le coin bleu, les cadets de la Sarthe jouent à domicile et comptent bien en découdre. On n'était pas trop blessés, donc on a pu refaire nos forces et on revient cette année pour la revanche. Pendant 1h30, les musiques défilent, un orchestre après l'autre. Chaque groupe a son univers musical, d'un côté plus traditionnel et de l'autre plus contemporain. Pour le public, le cœur balance. Je vote pour Stratophonique. J'ai préféré les cadets, ouais. Un peu moins, j'adore les voix. Ah, c'est dur, très dur. Alors,
Ils sont très bons quand même chez Strato, mais mon cœur est quand même pour les cadets quand même. L'idée de cet événement, une réflexion collective menée il y a 3 ans. On se dit, bah tiens, on va s'inviter les uns les autres, mais par contre, ça serait bien qu'on sorte du format du concert habituel. Avec première partie, on applaudit, super, et puis deuxième partie, avec éventuellement un morceau commun au milieu. Bah, là, il n'y a pas plus de morceaux communs, mais en tout cas, il y a l'idée de dualité, de fausse dualité en fait. Mais c'est une dualité bon enfant. La culture musicale ouverte gratuitement au plus grand nombre. Au final, dans cette joute musicale, c'est le public qui gagne. Voilà, et puis c'est une tradition, celle-là, vieille de près de 500 ans, le tir au papoguet, un oiseau factice perché à 45 mètres en haut d'un mât. Ça se passe à Rieux-Volvestre, en Haute-Garonne, et ils étaient une centaine d'archers à tenter de faire tomber l'oiseau pour devenir roi du papoguet. Écoutons un archer de la compagnie du papoguet et surtout le nouveau roi au micro d'Antoine Clément pour nos confrères de La Dépêche du Midi sur place. Alors le but du jeu, c'est de faire tomber cet oiseau qui est perché au bout d'un mât de 45 mètres et qui pèse presque 5 kg. Celui qui le fait tomber devient roi pour l'année, roi de Rieux pour une année, tout simplement. En général, il faut compter 2 à 3 heures avant que l'oiseau tombe. Il est enfoncé de 5 cm au bout de son mât, de 5 cm, et progressivement, à chaque coup, eh bien, l'oiseau monte de quelques millimètres jusqu'au moment où il va vaciller et une flèche, comme tu dis, le fera tomber au dernier moment. Une joie parce que ça fait plus de 6 ans et demi que je suis archer maintenant. Et voilà. Être roi, c'est une grande chose, quoi. En plus, mon fils, cette année, il est passé chez les grands. On a défilé ensemble cette année. Et défiler, être roi aussi, c'est super, quoi, pour moi. Voilà, c'était le Grand JT des Territoires de rentrée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.